Vous êtes bien sur C'est quoi cette histoire ? Le podcast qui vous invite à remonter le temps. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver après ces longs mois d'absence et croyez-moi, nos amis les Romains et les Romaines m'ont beaucoup manqué, mais pas autant que notre experte préférée. Bonjour Noémie, comment vas-tu ? Bonjour à tous, je vais très bien, je te remercie. Alors figure-toi que ça fait déjà 1 an que C'est quoi cette histoire existe, donc je te souhaite un très bon anniversaire de podcast Noémie. Bon anniversaire ! Nous entamons donc notre 2e année d'existence avec une nouvelle saison, un nouveau logo et surtout, j'espère que vous l'aurez remarqué, un nouveau jingle. Bon, quant à la formule, rassurez-vous, elle reste inchangée. On va continuer d'aller fouiner chez nos bons vieux les amis les Romains pour en savoir davantage sur leur mode de vie et sur leur quotidien. Et dans cet épisode, on va surtout s'intéresser aux Romaines. Quelle place avaient-elles dans la société ? Quels étaient leurs droits ? Étaient-elles déjà moins payées que les hommes ? Noémie va répondre à toutes ces questions sur le statut de la femme en Rome antique. Et on vous prévient d'avance, la misogynie romaine risque un tout petit peu de vous crisper. Alors Noémie, si on s'intéresse aux origines de Rome, on constate que ça débute plutôt mal pour les femmes. Alors effectivement, les femmes occupent une place particulière à Rome dès la fondation de Rome. Donc à travers un épisode qui peut-être vous parle à tous, à savoir l'enlèvement des Sabines, qui est un épisode que relate l'historien Tite-Live dans son Histoire romaine, notamment, mais dont on connaît aujourd'hui de nombreuses représentations peintes. Alors en quoi consiste cet épisode ? Donc, après sa fondation, la ville de Rome manque de femmes. Donc Romulus va inviter les Sabins, qui sont en fait un peuple voisin et rival des Romains, et les invite à un événement festif, donc pendant lequel les Romains vont divertir les Sabins. Et dans ce même temps, les Romains vont également en profiter pour enlever les Sabines, donc les femmes des Sabins, qui étaient, elles, restées dans leur ville, qui n'étaient pas conviées à cet événement. Et cet épisode va déclencher un affrontement entre les deux peuples, donc entre Romains et Sabins, jusqu'à ce que les Sabines viennent s'interposer et plaider pour une réconciliation et une fusion des deux peuples, donc ils vont finir par s'unir. Donc cette place des femmes est assez ambiguë dès l'origine de Rome, puisque à la fois les femmes sont enlevées, donc sont un peu les proies finalement, mais c'est elles qui vont permettre la résolution de cet événement. Donc revenons-en aux Romaines. En dehors de cet épisode mythique, donc les femmes à Rome ne disposent pas du droit de vote ni de l'éligibilité. Elles appartiennent, entre guillemets, en fait, à un homme, qu'il s'agisse de leur père ou de leur mari. Et en public, les femmes mariées vont se couvrir la tête. Elles portent la palla, qui est un manteau long qui dissimule les épaules et qui tombe jusqu'à leurs pieds, parce qu'elles doivent répondre en fait à une certaine pudeur qui leur est imposée. Les jeunes filles sont élevées dans un foyer. Et ce n'est que plus tard, sous l'Empire, qu'elles vont être autorisées à suivre un enseignement scolaire. La matrone dirige ses servantes et donc elle est en général préposée à tisser ou à filer la laine. Elle dîne assise alors que les hommes ont tendance à s'allonger de plus en plus. Donc on a beaucoup de traits qui divergent entre le statut des hommes et des femmes. On va rentrer dans le détail de tout ça, mais juste pour conclure sur cette petite partie introductive, je voulais vous citer une phrase de Sénèque dans La Constance du Sage qui résume assez bien cet état d'esprit. Donc Sénèque écrit « Le sexe féminin est fait pour obéir, le masculin pour commander ». Très sympa cette petite citation. Alors, au-delà d'être docile et soumise, la femme est aussi considérée comme un utérus sur pattes, si je peux me permettre, avec un statut similaire à celui d'un objet. Alors en fait, c'est une situation qui forcément n'est pas tout noir ou tout blanc, ça évolue avec le temps, parce qu'il faut quand même garder en tête que les Romains ont vécu à travers de nombreux siècles, mais effectivement, sous la République romaine, le rôle des femmes se cantonne au mariage et à la procréation. On connaît aujourd'hui plusieurs types de mariages, et notamment le mariage cum manu, dans le cadre duquel la puissance juridique de la femme, donc ce qu'on appelle le manu justement, va passer des mains du père à celles du mari. Donc son statut est similaire à celui d'un enfant finalement, puisqu'elle a toujours quelqu'un qui va être responsable d'elle. Cette femme ne peut pas quitter son époux, mais lui, pour le coup, avait le droit de décider de la répudier ou même de la condamner à mort selon ce que sa femme avait fait.
La punition de mort, par exemple, pouvait être appliquée pour un adultère. On pouvait répudier une femme lorsqu'elle était stérile ou lorsqu'elle se laissait avorter, à condition, par contre, de restituer la dot à la famille de cette dernière. C'est important. Ce qui pouvait toutefois laisser à réfléchir un peu le mari. Mais bon, on comprend déjà là que finalement, on se préoccupe peu du bien-être de la femme que l'on répudie, voire que l'on condamne à mort dans ce cadre-là. À la fin de la République, ce mariage cum manu est remplacé par le mariage sine manu. Donc l'épouse demeure sous l'autorité de son père et ne passe pas sous l'autorité de son mari lorsqu'elle l'épouse. Dès lors, elle a le droit, elle aussi, de répudier son mari. Donc c'est plus une répudiation à sens unique. Et par la suite, le Sénat romain va voter une loi qui permet à la femme de garder la main sur son argent et sur les biens qu'elle hérite de son père, et qui ne soit plus géré en fait par son frère ou par son mari, comme c'était le cas jusqu'à ce moment-là. De manière générale, au moment du mariage, la femme apporte une dot qui est constituée soit par son tuteur, donc jusqu'au mariage son père, soit par elle-même. Et cette dot passe en principe dans les biens du mari, et le reste pendant toute la durée de ce mariage, de cette union. Et c'est seulement à partir de l'Empire romain que la femme obtient la libre disposition de sa dot. Une exception au mariage des femmes consiste en la prêtrise. On parle des vestales, peut-être que c'est un terme qui vous parle. Les vestales sont des jeunes filles vierges qui se mettent au service de la déesse Vesta et qui sont chargées d'entretenir le feu sacré de Rome. Ce temple se trouve sur le forum romain. Et le statut de Vestale est un statut très prestigieux. Toutefois, leur virginité est sacrée. Donc à partir du moment où ces jeunes filles perdent leur virginité, que ce soit volontairement ou involontairement, on considère que ce culte est profané et elles encourent une sanction horrible, à savoir être emmurées vivantes. Sous la République, le divorce n'est pas une option, mais par contre, sous l'Empire, la femme peut également divorcer. Donc l'époux ou l'épouse souhaitant divorcer doit faire une déclaration devant témoin, suite à quoi l'union va être dissoute. Par contre, le divorce doit être prononcé soit par consentement mutuel, soit pour faute grave. Finalement, on n'est pas si loin de ce qui se passe aujourd'hui. Et les veuves, quant à elles, ont le droit de se remarier, mais dans ce cas-là, elles doivent renoncer à l'héritage de leur mari défunt. Et donc pour terminer, je vais mentionner à nouveau notre ami Sénèque, mais cette fois-ci dans le traité des bienfaits. Quelle femme rougit aujourd'hui du divorce depuis que les femmes de la première qualité ne comptent plus leurs années par les noms des consuls, mais par ceux de leur mari. Donc bon, je pense que c'est pas nécessaire de préciser que notre ami Sénèque n'était pas vraiment le plus moderne sur ces questions. Oui, on avait cru remarquer. Alors, après avoir été mariée, que se passe-t-il quand la femme romaine devient maman ? Alors, une fois mariée, une fois le mariage consommé, la jeune fille entre dans la catégorie sociale des épouses. Donc, le terme uxor désigne toute femme mariée, il n'a aucune connotation vertueuse. Les matrones, quant à elles, forment une sorte de caste. Donc, c'est seulement à partir d'un certain rang social qu'une femme mariée peut devenir une matrone. Il existe une grande forme de respect qui entoure ce statut de matrone, qui peut parfois même être proche d'un respect presque religieux. Cicéron parle de la sanctitas matronarum en rappelant que le fait de traiter irrespectueusement une matrone est considéré comme un sacrilège. Et l'image de cette matrone est associée à un idéal de vertu qui est propre au monde romain, c'est un concept qu'on retrouve très souvent, et qui tire ses sources dans le domaine de la religion. La fidélité de l'épouse est la première condition du statut de matrone, on parle de castitas. La seconde vertu est sa capacité à travailler la laine, donc on parle de lanificium, et cette capacité-là est toujours associée à l'idéal féminin en fait, à travers l'Empire romain. Elle est très liée à la fonction de gardienne de la domus, car en fait, la matrone travaillait la laine dans l'atrium, donc dans cette pièce d'accueil des domus, des villas. Le métier à tisser de la matrone reste d'ailleurs en général exposé dans cet atrium, donc c'est un objet central en fait, de ce statut de la femme à Rome. À cette époque, la médecine n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Je vous renvoie d'ailleurs à notre premier épisode sur le sujet. La grossesse et l'accouchement pouvaient donc être très douloureux et compliqués. Comment ça se passait pour les femmes romaines ? Alors la grossesse et la procréation occupaient effectivement une part centrale et étaient la raison d'être finalement du corps féminin, pour résumer. Le devoir de la femme romaine était de donner au moins 3 enfants à l'État. Auguste, le premier empereur, donc, avait même instauré une prime de naissance.
Les nombreuses maternités leur faisaient cependant frôler régulièrement la mort, comme tu l'as dit. Une femme sur 10 mourait à l'accouchement, pour vous donner un peu des chiffres. Donc, par conséquent, et ça finalement c'est assez logique, l'espérance de vie d'une femme était nettement inférieure à celle d'un homme. Donc 29 ans en général pour une femme contre 41 ans pour un homme, selon le scientifique italien Alberto Angela qui a travaillé sur la question. La jeune fille est mariée très tôt, donc les rapports sexuels sont précoces, vers 12 ans à peu près, ce qui nous semble très très tôt à nous aujourd'hui. Et ces rapports sexuels ont en fait pour seul but la procréation. Donc les naissances sont fréquentes et les fausses couches sont un sujet assez redouté. Et l'avortement, quant à lui, est considéré comme un véritable crime, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qui pouvait même entraîner à la répudiation d'une épouse. On connaît aujourd'hui un traité écrit par Soranos d'Éphèse au IIe siècle après Jésus-Christ qui s'appelle le Traité des maladies des femmes. Et ce texte traite de la gynécologie, des organes génitaux féminins, de la purification menstruelle, etc. Et Soranos d'Éphèse, il consacre notamment un paragraphe à la question de distinguer les femmes capables de concevoir. Donc je vais vous en citer un petit bout. Il est tout à fait déplacé de se renseigner sur la noblesse de l'ascendance et la situation de fortune d'une fille, sans chercher à savoir si elle est apte ou non à concevoir, si elle est ou non physiquement capable d'accoucher. Donc finalement, c'est plus la possibilité d'enfanter que l'origine sociale de la femme qui prévaut, en fait. Et la stérilité est presque toujours supposée féminine, c'est plus facile. Et on peut s'en douter, elle est considérée comme une catastrophe. Donc la stérilité d'une épouse légitime est considérée comme une raison de divorce, ce qui n'est pas forcément une situation très différente de celle de l'esclave, puisque, vu de leur œil, en fait, une matrone stérile ne remplit pas non plus ses fonctions, alors qu'elle a été épousée pour porter des enfants. Alors on l'aura bien compris, le rôle de la femme en romantique est d'enfanter, mais pourtant il existait des moyens de contraception et même des substances abortives. Alors dans quelles conditions étaient-ils utilisés et comment s'utilisaient-ils ? Alors pour cette question-là, je vais me reporter à 2 médecins, donc Cels et Soranus d'Éphèse, encore lui, qui ont abordé le sujet de la contraception dans des traités médicaux, donc des traités on ne peut plus sérieux, et qui, je trouve, sont assez révélateurs sur la manière dont ce sujet était abordé. Donc Cels, lui, c'est un médecin du 1er siècle après Jésus-Christ qui a écrit son traité de la médecine. Donc selon lui, les agents anticonceptionnels, une fois préparés, sont étalés sur un tampon de laine douce avant